plus amicales à l'excellence ambassadeur de l'Union européenne, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Votre réaction de tout à l'heure m'a fait tressaillir de patriotisme. Et donc je prends parole aujourd'hui à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale du travail. Avant que je l'aborde, je ne sais pas pourquoi dans cette salle où tous les jours quand je prends parole je suis à l'aise, mais aujourd'hui vous m'avez patriotiquement électrisé. Je ne le fais pas avec les cœurs, mais je vous présente la subtilité patriotique. Je dis que c'est vrai que nous allons débattre tout à l'heure, mais écoutez, lorsque la loi a été violée, elle a effectivement été violée. Je rappelle, avant que je n'aborde la question de l'emploi, en disant que Obama, sous son règne, le Parlement américain a pondu une loi qu'on appelle la loi sur le processus de Kimberley. Cette loi qui consiste sur la traçabilité des sorties des minéraux relativement aux zones de conflit. Mais écoutez, s'il vous plaît, depuis cette fameuse loi, c'est nous qui mourons. Je vois quelqu'un en train de me prendre une photo avec un iPhone, un produit d'Apple. C'est qu'il me prend une photo avec un téléphone dans lequel il y a le sang de nos compatriotes. L'intention de l'emploi commence par aussi des actes patriotiques. Combien d'entre vous ici ont des téléphones Apple? Mais vous en avez. Je ne fais pas la contre-campagne, mais le patriotisme est un autre sentiment. Tous les États du monde le respectent. Je dis bien, tous les États du monde le respectent de manière souveraine. Même l'Union européenne. Ben voilà, oui, mais c'est ça, c'est sans vergogne, je suis d'accord avec vous. Je suis très dérangé quand je prends parole. Ce jour, je n'ai pas prévu que les choses se passent comme ça. Quand je regarde tout le monde dans la salle, nous parlons de l'emploi aujourd'hui. Personne dans la salle, en commençant par moi-même, personne n'est habillé produit congolais. Même les femmes qui sont en campagne, les femmes sont venues de la Chine. Et d'ailleurs, c'est par là que commence le patriotisme. Alors je dis que pour revenir à la question pour laquelle intempestivement a été interrompue l'excellence de l'Union européenne, je dis aussi que c'est vrai que cet MOU qui a été signé avec le Rwanda est une insulte à la nation congolaise. Même si nous avons signé un protocole d'accord avec l'Union européenne auparavant, c'est puisque nous sommes propriétaires de nos richesses. Est-ce qu'il revenait de monter un autre chapeau avec Kigali? La réponse c'est non, même si vous êtes pro-Kagame ou rwandophile. Alors j'arrive à la journée internationale de l'emploi. En fait, mes chers amis du combat, nous sommes en train de commémorer cette journée à l'époque de la mondialisation, où la société mondialisée, dans sa connotation actuelle, est caractérisée par le fait que tout bouge, tout ne cesse et ne cessera de bouger, par la suite des intérêts des États puissants et des entreprises multinationales. Je vous scandalise en vous disant que 25% des sociétés multinationales maîtrisent l'économie du monde. Et donc, par toute voie de... Au nom de ce ministère pour lequel je prends parole et au nom du ministre national de la Jeunesse prenant parole par délégation de pouvoir, la jeunesse est consacrée légalement entre 18 et 35 ans. Mais je vous informe que déjà dans la salle, et ceux de la fourchette légale, et ceux qui sont hors de la fourchette légale, comme nous autres, nombreux sont au chômage. Faudra-t-il continuer à être alarmiste? La réponse c'est non, je vous décourage de l'être. Je vais vous scandaliser en disant que la prostitution est un métier fiscalisable dans certains pays. Prenons pour exemple l'Europe. Et je vous informe que l'intelligence artificielle a fabriqué des prostituées artificielles.
Ça veut dire même la prostitution est en danger. Ben oui. Et donc, je voudrais passer à mon petit exposé du jour pour vous dire que devant le tableau que je venais de peindre, il appert donc qu'à l'occasion du dialogue des assises, comme c'est le cas, toutes générations confondues et de tous bords, puissions cogiter, alors suffisamment cogiter de manière tout à fait praxéologique, dans un seul objectif, le bien-être du Congolais. Puisqu'on ne vous trompe pas, toutes les organisations continentales, si elles sont fortes aujourd'hui, c'est puisque spécifiquement, particulièrement, chaque pays membre a travaillé sur son développement. C'est comme ça que pour l'Afrique, le NEPAD, qui est né en 2000-2001, a fini par pédaler en l'air et nous constatons les dégâts en ce jour. Alors je disais que quel type de gouvernance favoriserait l'emploi des jeunes en RDC? Déjà, quand on parle de gouvernance, on tourne le regard vers la gestion de l'État. En tout cas, pour la plupart des cas, on tourne le regard vers la gestion de l'État. Je venais de vous dire que c'est vrai que l'emploi est en voie de disparition. Mais la solution à la disparition de l'emploi, c'est de penser entrepreneuriat. Et quand je vois Israël dans la salle, Israël est un échantillonnage. Israël, non seulement qu'il est un échantillonnage, il est en même temps une didactique. C'est vrai que le représentant du ministère de l'Emploi a raison. D'ailleurs, sous silence, nous en avons parlé avec lui. Ça va faire plus de 70 ans. À l'école primaire, tout comme aux humanités, vous avez littéraire, commercial, pédagogie générale, scientifique et tout ce qu'on raconte. Même quand on change de nom aujourd'hui, on parle science et tout ce qu'on raconte, mais le déshydratat formationnel reste le même. Il est donc important qu'à partir de ce niveau-là, parce que tout le monde n'est pas appelé à être licencié, j'ai vu des gens qui ont des masters ici au pays, mais faire des formations de forgerons en Europe, et ils vivent mieux que ceux qui se trimballent avec des cartables de diplômes. En fait, tout le monde a été créé avec un seul objectif, la recherche du bien-être. Et le bien-être, quand il arrive, en dehors du diplôme de doctorat que vous avez, prenez-le. Et quand il arrive, il vous trouve avec votre diplôme de brevet de formation en maçonnerie, prenez-le. Puisque le bien-être est la finalité de tout. Alors je dis que, puisqu'il s'agit d'un doigt pointé à l'État, je prends une définition qui m'a toujours arraché l'âme. Un certain Jean-Marie Tanquin définit la politique comme étant ce qui s'est dit, qui se réalise, ce qui s'est fait n'avait jamais été prévu. Quel est l'âge fixé pour avoir une retraite ou pension du travail dans l'économie nationale? Deuxième question, comment avoir un travail rentable quand les salaires sont inégalement répartis entre les hommes laïcs et les hommes politiques dans l'économie de la République? Troisième question, avec une vision approfondie, comment nous pouvons expliquer qu'un jeune qui venait de finir ses études à l'université, à l'âge de 22 ans, qui se présente
dans une quelconque institution en lui demandant 5 ans d'expérience au moment où ces jeunes n'ont même pas travaillé, n'ont même pas eu l'opportunité. À la place de reconduire le jeune pour faire des stages, pour avoir une connaissance et continuer et pour venir remplacer de vieux qui sont dans des institutions vivant sans emploi. Merci. Comment comprendre? Alors, de ce côté, on va prendre. L'ambassadeur de l'Union européenne. Par rapport au bureau technique que vous venez de nous suggérer, ce que vous avez mis en place, quelles sont les méthodologies ou les méthodes que vous avez mis en place pour cette jeunesse ici? Parce que ces bureaux techniques-là, ce sont des jeunes qui vont réfléchir et non des papas. Quelle méthode ou technique que vous avez mis en place pour élaborer ce bureau-là? Merci. Alors, on va donner de manière spéciale à une dame, madame. C'est qu'il librement dans l'espace de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez? Il tient même des points de presse dans le pays de l'Union européenne. Quelles sont les mesures que vous pensez pour réduire même la libre circulation, donc notamment des animateurs du gouvernement rwandais et des rebelles du M23 qui sont congolais? Merci beaucoup. Bon, vous savez, je supporte le Real Madrid, donc je venais avec un esprit très joyeux. Je suis venu avec un esprit très joyeux ce matin avec vous. D'ailleurs, je suis venu à 10h moins 4, je vous ai dit, car il y avait seulement 15 personnes. Donc je ne m'attendais pas à cette audience un peu belligérante contre l'Union européenne, mais de nouveau, comme le Real Madrid, nous gagnons toujours à la fin du match. Non, sincèrement, sérieusement, je proposerai que dans vos débats, si il y a l'opportunité d'organiser un autre débat, on puisse parler plus spécifiquement sur des questions pour avoir des clarifications. Je serai très prudent de les prendre et vous connaissez bien les services, mes collègues, pour pouvoir l'organiser. Je vais commencer pour le plus facile. Non? Écoutez, d'abord, il faut reconnaître une chose, et ça va aussi lier à votre question. La solution ne va jamais venir de la communauté internationale. La communauté internationale, en 2024, a une capacité d'influence, ça c'est évident, a une capacité de pression, un levier aussi pour des sanctions, mais vraiment la solution doit venir d'un dialogue à plus haut niveau sous l'égide africaine de vos dirigeants. Ça, c'est la manière comment l'Union européenne voit les conflits, l'agression, pour être plus clair, l'agression armée du Rwanda en son combat. Et c'est pour ça que vous ne voyez pas quand le président Lorenzo ou le président Kenyatta mènent des affaires de dialogue, mais nous sommes derrière en appuyant tous ces dialogues et nous sommes prêts à accompagner ça. Les sanctions sont un élément. Et les sanctions, je peux vous dire par exemple, actuellement, on est en train de discuter au sein de l'Union européenne pour renouveler les statuts des sanctions. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Mais vous avez entendu l'autre jour le président Macron, quand le président Tshisekedi a visité Paris, il a dit que tous les sanctions sont ouvertes. Mais sincèrement, moi je suis un petit soldat d'une grande armée, et moi le plus que je peux faire, c'est être très factuel et très clair sur ce que nous observons, nous analysons ici sur place, ici en RDC. Et sur cette base, essayer d'informer pour que nos autorités puissent prendre les bonnes décisions. Par rapport à égalité des genres, promotion de la femme, promotion des jeunes, promotion de ces structures qui travaillent en faveur des jeunes, je peux vous dire que nous, toujours dans nos actions de développement, on donne cette priorité et comme je vous ai dit quand j'ai parlé, vraiment, nous essayons de faire comment ouvrir des espaces de participation économique et sociale pour les jeunes et aussi pour les femmes. Mais de nouveau, nous pouvons faire des activités, on fait des appels à propositions pour des associations de la société civile, on organise des événements, on essaie de promouvoir des femmes leaders, mais à la fin de tout ça, et on revient sur le sujet de la gouvernance, ce n'est pas notre pays,
c'est en fait votre autorité qui vont nous encourager ou qui vont aller de l'avant pour que ces mesures soient effectives. Mais de notre point de vue, tout ce qu'on puisse faire de nouveau en train de promouvoir des leaders, de faire des appels à propositions, d'appuyer la société civile, je suis là. Si je suis là, c'est parce qu'il y a vraiment un engagement de dire, écoutez, la jeunesse en dialogue, l'ambassadeur doit être là 2 ou 3 heures vendredi matin. Donc, mais au-delà de ça, je pense que vous devez tourner votre regard vers vos autorités et demander effectivement que cette amélioration de la gouvernance, surtout plus de participation. Moi, je ne pense pas que la solution, c'est seulement à travers la création de structures, comme vous avez mentionné. Vous savez, en France, il y a 10 ans ou 15 ans, il y a eu une étude menée par le gouvernement qui s'est rendu compte que dans l'administration française, il y avait 300 comités qui ne servaient à rien. Parfois, quand on a un problème, on dit on va créer un comité, on va créer une commission. Et moi, je ne crois pas que c'est à travers des structures, de nouvelles structures. Moi, je crois que c'est à la promotion de ces leaderships, de ces personnes qui ont déjà montré un intérêt pour aller de l'avant et créer un environnement où tout le monde puisse participer au bien commun qui va améliorer les choses. Avec un accent particulier, je réitère, sur les femmes et les jeunes. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je ne dévie pas les débats. On demande, voici les compétences qu'on doit avoir pour occuper tel poste, voici ce qu'on peut avoir comme résultat en termes de compétences par rapport à ce poste-là. C'est sur base de cette fiche métier qu'on peut finalement calculer l'occupation dans l'emploi et finalement ressortir un salaire qui va avec. Et nous sommes allés même trop loin. Nous nous sommes dit qu'il faut aussi qu'il y ait aussi ce qu'on appelle le tenancier de métier. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait l'école normale, qui n'est pas licencié, qui n'est pas diplômé d'État, mais qui est capable de réaliser quelque chose, mais qui n'a pas une qualification socio-professionnelle. C'est-à-dire qui n'est pas licencié, mais qui est capable de réparer une voiture. Qui n'est pas licencié, mais qui est capable de préparer. Et cette personne-là peut être certifiée et occuper un poste dans l'emploi. Et lorsqu'il va occuper, quel est le rang qu'il lui faut? Nous l'avons fait avec l'avènement de ce rôle-là. Et je crois bientôt, lorsque on aura un nouveau gouvernement, les choses vont changer et toutes ces nomenclatures d'emploi qu'il y a dans le Rhône, on va le verser dans chaque entreprise et on va le respecter. Je relève du droit commun. Donc, ça concerne aussi nos amis du ministère de l'Emploi. Et puis, je me dis, est-ce que vraiment tout le monde est candidat à l'emploi public? Ou bien vous êtes candidat à être patron de vous-même? C'est aussi très important. Et puis j'ai entendu tout à l'heure quand il disait que l'État n'avait pas suffisamment de moyens pour envoyer les gens à la retraite. Et tout le monde a réagi comme ça en faisant des tics. C'est votre droit de réagir en faisant des tics. Mais c'est aussi notre droit de vous apporter la lumière. Je vous ai dit dès le départ que le Congo n'a pas de problème. Et ce sont les Congolais qui posent des problèmes à leur pays. Comment pouvez-vous accepter, dans un pays où il y a 75% des chômeurs, parmi lesquels la majorité est les juvéniles, vos pères, vos oncles, vos tantes ont dédoublé, quadruplé les places à la fonction publique, au point que ça nous prenait 22 millions de dollars. Je dis bien 22 millions de dollars par mois. L'argent qui partait dans le fictif. Je connais un monsieur qui est directeur d'un département ici dans la fonction publique. Il a 8 femmes dans cette ville et toutes ces femmes qui ne vont pas au boulot, mais reçoivent le salaire de l'État. Et puis je me pose la question, et si parmi leurs enfants il y en avait certains dans cette salle, aurait-il le droit de s'opposer aux propos du conseil? La réponse c'est non, le Congo n'a pas de problème.
ce sont les Congolais qui posent des problèmes à leur pays, à tous les niveaux. Vous parlez des retraites. Mes frères, quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui de service, qui a 40 ans, ça veut dire qu'il a commencé à travailler aux Zaïre. La gestion d'un pays, la gouvernance dont vous parlez, est une succession de problèmes. Laurent Désiré Kabila hérite les problèmes de Mobutu, Joseph Kabila hérite les problèmes de Laurent Désiré, Félix Tshisekedi hérite les problèmes de Joseph Kabila. Et s'il s'agit de la politique de pouvoir y aller, puisqu'on a déjà posé des actes, à pouvoir évacuer des retraités, mais ils ne sont pas tous partis, ceux qui sont partis, ça peut être 6 à 8%. 6 à 8%. Vous savez combien ça coûte? Faisons les calculs. Vous avez un budget de 16 milliards. S'il faut retraiter quelqu'un, je prends pour exemple un montant forfaitaire, 20 000 $. Vous dites, hein? On peut retraiter quelqu'un avec 10 000. Or, nous avons plus de 60 000 personnes à retraiter. Faites ces 10 000 $ fois 60 000, ça vous donne combien? C'est comme ça qu'on gère, c'est ça la gouvernance. On calcule tout ça. 30 000 $ par 500 députés, ça fait combien? Vous dites, hein? 30 000 $ par 500 députés, ça fait combien? Mais les députés n'ont pas 30 000 $, mon ami, sinon tu tiens les discours. La réponse est simple. Allez sur Google, entrez dans la loi financière. Vous allez trouver des réponses. Monsieur le modérateur, moi c'est Madame Elodie Tamourinda. Je suis activiste des droits des femmes, des jeunes, droits de l'homme en général. J'étais la présidente de la société civile au Sud Kivu de la République et les résolutions seront partagées et je suis sûre que les générations futures aussi en profiteront. Merci beaucoup. Merci madame, on applaudit bien fort mesdames et messieurs. Madame Elodie de la société civile qui, comme je vous l'ai dit, va faire partie de ces panels et nous partagera son expérience en tant qu'activiste. À ses côtés, nous avons M. Ephraim Kayoko, la même question, votre expérience, votre parcours, mais aussi et surtout votre avis sur les dialogues intergénérationnels. Alors bonjour, je me nomme M. Ephraim Kayoko. Parlons d'un parcours, je peux dire que mon parcours a été un peu éclair dans le secteur de l'entrepreneuriat. Mais là, présentement, je fais partie de l'équipe du cabinet du chef de l'État. Je suis son conseiller. Je suis en charge du développement durable et environnement. Et aussi, néanmoins, je tiens quelques cellules rapides quand il s'agit. Mais néanmoins, je veux parler un peu plus dans le secteur entrepreneurial. L'État, c'est qui? Puisque souvent, à tout moment, lorsque nous parlons de l'État, nous tournons les yeux vers le gouvernement, les dirigeants. Or, nous savons que nous aussi, nous sommes une partie prenante, l'une des parties prenantes qui forment cet État. Et donc, lorsque nous allons nous poser la question sur notre propre responsabilité, nous allons d'abord nous poser la question de savoir est-ce que nous connaissons ces responsabilités? Est-ce que nous connaissons ses devoirs et ses obligations? Parfois, nous voyons qu'on opère à ce que les autres réfléchissent et nous faisons quoi? Nous bénéficions de ce que les autres ont mis sur pied. Maintenant, lorsque nous savons que nous sommes aussi les dirigés et les dirigeants forment cet État, nous sommes là aussi pour nous demander si chacune des parties prenantes joue son rôle. Et c'est à ce moment-là que nous allons commencer par ceux qui ont des responsabilités, sans oublier ou sans dédouaner ceux qui ont peut-être, ceux qui viennent en deuxième position. Puisque nous n'allons pas poser la question de savoir qui doit faire, qui ne doit pas faire. Nous tous, nous devons mettre la main à la pâte. Nous avons des textes au niveau national. Et nous commençons par la loi de l'eau. Combien de citoyens
d'abord qui observent cette loi des lois, avant d'abord de poser la question au gouvernant. Et nous allons comprendre que dans la salle ici, nous avons déjà les futurs ministres. Vrai ou faux? Vrai. Nous avons les futurs gouverneurs, nous avons même les futurs présidents de la République. Si ce n'est pas dans cette salle, donc c'est juste à côté, ou bien c'est peut-être dans nos familles, dans nos organisations, et ainsi de suite. Mais moi, je sais que c'est dans cette salle. Maintenant, si aujourd'hui, nous ignorons ces textes, nous ignorons nos devoirs et nos obligations, sommes-nous certains que demain, lorsque nous serons des autorités, nous allons les observer? La réponse est non, puisque nous allons croire que c'est toujours les autres qui vont faire, c'est dans la mentalité et ça, c'est la culture. Maintenant, nous pouvons y aller au cas par cas. Nous disons, ok, quelles sont les responsabilités des dirigeants? Quelles sont les responsabilités des dirigés? Quelles sont les responsabilités des partenaires? Puisque nous avons aussi les partenaires qui vivent sur notre sol, qui viennent sur notre sol, qui ont le mandat, mais nous n'allons pas dire qu'ils viennent faire le pique-nique quand même. Et à un certain moment, la réponse est que non, nous venons seulement en appui. Les seulement là pourquoi? Vous êtes aussi une partie prenante à part entière. Donc, le message que je peux donner, la réponse que je peux donner d'une manière brute, sans entrer dans la réflexion profonde, puisque je comprends que ce n'est pas l'exposé que j'ai prévu, que je vais vous faire. Nous sommes en train d'échanger. Nous devons comprendre qu'il n'y aura jamais des spectateurs d'un côté et des acteurs de l'autre côté. Nous devons travailler, nous tous, main dans la main. Aujourd'hui, nous sommes au palais du peuple. Nous avons des élus. Les élus là nous viennent d'où? Ils ne viennent pas de notre famille. Les élus là, nous venons de les élire, n'est-ce pas? Il y a quelques mois, en décembre 2023. Et aujourd'hui, nous les appelons déjà des députés. Donc, ce qu'ils ont puisé au sein de nos communautés, c'est ce qu'ils vont nous produire. Le peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Et donc, ceux-là vont commencer à nous faire des lois, mais vous allez observer qu'il n'y aura jamais de contrôle parlementaire voulu par les électeurs. Tout ce qu'ils ont